c'est concernant un petit peu ce qui s'est passé avec Bybit. Donc Bybit, c'est le plus gros hack à l'instant T. Attention, hein. MTGOX, si on regarde aujourd'hui le hack que ça représentait, c'était 800 000 bitcoins. C'est bien plus que ce qu'on a eu aujourd'hui, hein, d'accord, hein. Donc c'est le hack par rapport à la valorisation à l'époque. Alors MTGOX, alors il met 2011. Je ne crois pas que MTGOX, le hack était en 2011. Hein. Je crois que c'était un peu plus tard quand même, hein. 2014, il me semble. Ouais. Donc il met 2011, mais pour moi, c'est pas 2011. Donc bref, c'est par rapport à la valorisation à l'instant T, d'accord? Au moment où il y a eu le hack. On voit quand même que Bybit, c'est le plus gros hack qu'on a jamais connu en crypto. Et on en a connu des gros, hein, quand même, hein, avec FTX, on en a connu avec Wormhole. 2 fois, Wormhole, ils se sont fait hacker. Ils sont toujours en opération aujourd'hui. Ils ont changé 2 fois de nom. Ils existent toujours aujourd'hui. Bref, il y a eu Ronin, il y en a eu plein. Mais globalement, 1,4 milliard en Ether, c'était à peu près 500 000 Ethers qui ont été volés. Je crois que c'est Lazarus, du coup, hein, c'est une entité de Corée du Nord qui a exploité un bug sur le Safe Wallet, qui est un portefeuille multisig EVM compatible qu'on a sur Ethereum. Il y a une faille de sécurité. Et certains disent qu'au final, ils auraient pu même extraire bien plus que ça, mais que s'ils l'avaient fait, parce que c'est une faille de sécurité en fait qui expose bien plus que 1,4 milliard de dollars en Ether, mais sauf que simplement s'ils avaient exploité 100% du truc, il aurait été possible qu'au final, ce qu'ils auraient extrait n'aurait valu plus grand-chose parce que c'était de l'Ether en tant que tel. Si derrière tu mets en péril l'actif que tu veux hacker, bon, au final, tu récupères que dalle et tu as travaillé pour rien. Donc, il y a pas mal de spéculations. Je te coupe, c'était assez récent parce que le live, du coup, c'était vendredi. Là, on a le post-mortem, comme on dit à chaque fois, qui arrive. Et apparemment, oui, comme tu as dit, c'est le Safe Wallet. Donc, c'est un multisig, mais qui est utilisé en fait par beaucoup de monde dans l'industrie. Donc, apparemment, ce qui a été hacké, c'est même pas Bybit en soi, c'est juste leur interface. Donc, lui, l'interface utilisateur de leur multisig, où au final, ils avaient l'impression de signer une transaction. Et dans les coulisses, c'était une autre transaction qui était signée. Donc, en fait, ils avaient fait un transfert de 90 millions. Et au final, ils ont donné les clés multisig pour vider l'entièreté du coffre à Lazarus. Donc, apparemment, en fait, c'est même pas Bybit le problème, c'est l'entreprise tierce qu'ils utilisaient et l'interface utilisateur qui a pêché un code qui leur faisait signer un truc qui était pas vraiment ce qu'ils voyaient à l'écran. Et comme tu dis, en fait, apparemment, il y a une majorité de l'industrie qui utilise ce genre, ce logiciel. Donc, ça aurait pu impacter apparemment d'autres acteurs. Ils ont choisi apparemment de target uniquement Bybit. Mais bon, vous voyez, même des multisigs institutionnels, il peut y avoir des problèmes. Donc, c'est jamais simple, quoi. Donc, on est quand même sur un hack qui est super important. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vous refais un petit peu quand même le débrief. Bybit se fait hacker. Bon, alors Bybit perd, on dit se fait hacker, on dit c'est le safe wallet, mais mine de rien, ils perdent. Ça reste des fonds d'utilisateurs, hein, on va pas se leurrer. Les mecs, ils disent ah non, c'est pas les fonds d'utilisateurs. Si, hein, c'est votre thune, hein, d'accord. Pour moi, ils représentent tout ce qui ne va pas aussi en crypto, hein. Les plateformes à effet de levier et tout, c'est un truc que je déteste et que j'exècre au plus haut point. Et ça apporte pour moi plus de négatif que de positif. Parce que comment ces exchanges sont devenus riches? Avec le pognon des traders, hein. Voilà. Ils n'ont pas créé de richesse, ils n'ont pas créé de valeur, ils n'ont rien créé du tout. C'est juste parce qu'ils vous prennent des frais, hein. Pour tous les traders là, qui regardent des écrans en se disant je vais prendre de l'argent au mec d'en face, bah, en fait, à chaque fois, ils payent des frais, ils dorment pas, ils en peuvent plus, ils stressent ou ce que tu veux, ils finissent par rester sur le carreau. Et entre-temps, bah, tu as des exchanges qui deviennent extrêmement riches, tout simplement parce qu'ils ont pris énormément d'argent aux traders. Voilà. C'est comme ça que ça se passe, hein. Donc pour moi, c'est du net négatif pour l'aspect purement crypto. Et au-delà de ça, donc, ils se font prendre 500 000 à peu près, hein, c'est à peu près 500 000 Ethers dans une période où on était quand même dans le canal de compression que je vous ai montré sur la partie Ether. Pour eux, et donc il y a eu une communication qui, pour le coup, était très bien. La communication qui a été faite par le fondateur de Bybit a été vraiment pas mal en cas de crise. En général, ça se passe pas comme ça. On voit comment l'a fait Ledger quand il y a eu des soucis avec le Ledger Recovery et tout. Leur communication, elle était vraiment pourrie, éclatée au sol. Quand il y a des problèmes, en général, ils sont pas très bons en communication. Là, pour le coup, ils ont vraiment été très bons. Par contre, là, il y a 2 dilemmes. C'est-à-dire que, imagine, tu perds 500 000 Ethers. Tant que l'Ether ne bouge pas, bon, tu as le temps de raccumuler parce qu'ils ont des thunes, il n'y a pas de problème, hein, ils ont de l'argent pour en raccumuler. Le problème, c'est que si tu achètes sur le marché, pas OTC, hein, mais tu achètes sur le marché, tu as le risque à ce que l'argent, que le cours de l'Ether augmente. Tu veux acheter 500 000 Ethers, évidemment, tu vas avoir un impact sur le prix si tu l'achètes spot, hein. Donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé d'en acheter OTC. Sauf qu'eux, ils n'avaient peut-être pas toutes les liquidités disponibles. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, OK, là, si demain, le cours de l'Ether augmente,
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment en négatif. Si on arrive rapidement à racheter notre bague, c'est good. Si par contre l'Ether, il passe à 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, c'est exponentiel. C'est-à-dire que l'argent qu'il faut pour récupérer le bag, il est très, très, très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, OK, on va pas l'acheter en spot, évidemment, parce qu'ils n'ont pas envie d'impacter trop le prix. Donc, ils l'ont acheté OTC, donc over the counter. C'est un peu comme ce que fait Sailor. Hein. Il n'achète pas en spot sur Kraken comme tout le monde. D'accord, il achète over the counter. Donc, il négocie des deals. Et ils sont prêts des fois à payer un certain premium. Au lieu de se dire, tiens, l'Ether, il est à 2100 $. Moi, je t'achète, je sais pas, 200 000 Ether à 2300 balles, 2300 $. Donc, c'est plus cher que ce qu'on a sur le marché. Mais le prix moyen par Ether, il est à 2300. Et ça, c'est plus avantageux pour eux parce qu'ils savent dans tous les cas que même s'ils l'achètent sur le marché, ils vont faire augmenter le prix et peut-être que le rachat moyen, ça sera à 2700, 2800, 2900, voire beaucoup plus parce que ça peut déclencher un FOMO sur le marché. Donc, ils ont demandé un achat OTC à pas mal de plateformes et ils en ont racheté pour plus 250 000 Ethers, 300 000 Ethers, comme ça. Et puis, ils ont fait des emprunts. D'accord? Ils ont fait des emprunts. Alors, il y a Binance qui leur a prêté de l'argent, il y a Kraken qui l'ont prêté de l'argent, il y a Coinbase qui l'ont prêté de l'argent. Donc, ils ont emprunté de la thune à beaucoup de plateformes pour racheter des Ethers. Donc, ils ont profité de cet argent-là pour l'acheter. Et ils ont dit, vous inquiétez pas, les gars, on va vous rembourser. Ce qui s'est passé, c'est que pile au même moment où ils ont prêté de l'argent, donc les grosses plateformes ont prêté de l'argent, on a Binance qui vend des sommes d'argent astronomiques, alors en Ether, en Bitcoin, en Solana, et qui en profitent pour faire dumper le prix. Donc, on a des plateformes, en fait, qui connaissent en avance, vous allez voir, hein, et les seuils de liquidation de tous les investisseurs qui sont sur leur plateforme, et que pour eux, c'est du pain béni. Hein. Ils savent pertinemment qu'à partir de tel niveau, les mecs sont liquidés, donc ils savent qu'ils vont récupérer de la thune, et qu'à partir du moment où ils ont prêté de l'argent et qu'ils ont pour intérêt de racheter plus bas, parce que Bybit, c'était ça l'objectif. Pour eux, c'était pas d'acheter un Ether à 6 000 balles. Hein. Ils veulent le racheter pour le moins cher possible. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de vendre, et c'est ce qu'ils ont fait là sur les derniers jours, hein, ils ont vendu pour des centaines de millions de dollars de Sol, d'Ether, de Bitcoin pour aller taper tous les stop-loss de certains gros seuils et gros niveaux psychologiques sur les grosses cryptos. Si bien que en 24 heures, comme par hasard, il y a eu 1,5 milliard $ qui ont été liquidés sur les dernières 24 heures. Je vous rappelle combien d'argent a été volé par Bybit. Regardez, hein. Il n'y a pas un lien un petit peu entre les deux. Hein. Ça, c'est quand même assez gros. D'accord ? C'est pas que pour Bybit. Mais ce qui est étrange, c'est que les seuils qu'on est venu taper sur la plupart des plateformes, comme par hasard, c'était les seuils où il y avait tous les stop-loss. Mais que ce soit sur du Bitcoin, que ce soit sur du Sol, que ce soit sur du SUI, que ce soit sur de l'Ether, que ce soit sur du Trump, que ce soit sur la plupart des gros projets, c'est venu taper. Et comme par hasard, pile au moment où il y a eu les liquidations sur Bybit, d'accord, les liquidations sur Bybit, sur Binance, etc., et que il y a eu des ventes en fait de la plateforme avec votre thune, hein, parce que les thunes qui sont utilisées là pour vendre, c'est pas que les thunes de Binance, c'est pas que les thunes de Bybit, hein, c'est les fonds utilisateurs. Hein. Donc ils utilisent les propres fonds des utilisateurs pour aller taper des stop-loss, pour aller liquider leurs propres utilisateurs, pour ensuite pouvoir rembourser en moins de 24 heures l'emprunt qu'ils avaient effectué auprès d'autres institutions. Alors, si ça, c'est pas du gros foutage de gueule, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Théo, là-dessus, mais je t'avoue que ça m'a fait légèrement froncer les sourcils, ce genre d'histoire, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. J'étais en coupé. Ouais, en fait, j'en ai parlé sur mon live dimanche et on continuera d'en parler. Je prépare aussi des actualités. Je vois que tu t'es mis à Marty Party aussi, qui est assez sympa, son dashboard des liquidations. J'en avais parlé déjà. On voit les niveaux de liquidation. Il a même un dashboard live en fait où t'as les c'est les ordres à effet de levier. On est d'accord, c'est pas du spot, c'est les ordres à effet de levier, les x25 en bleu, les x50 en orange et les x100 en rouge en fait. Et ça donne en fait là où sont situés les ordres avec les prix pour aller liquider ceux qui sont en long, les prix pour aller liquider ceux qui sont en short, et du coup des niveaux intéressants en fait à regarder, tout en sachant, parce qu'on sait très bien que les exchanges vont chercher en fait à aller liquider ceux qui sont en short, et puis après retaper ou plutôt l'inverse, liquider ceux qui sont en long en faisant baisser le prix, bam, et repartir très haut pour aller liquider ceux qui sont en long, ceux qui sont en short. La crève, je m'embrouille, mais dans l'idée c'est des manips assez habituels, et il y en a qui disent c'est pour ça un peu aussi que le mec de Bybit il était assez serein, parce qu'en fait très rapidement dans les quelques jours qui ont suivi leur hack, en fait ils ont liquidé énormément de short et ils ont récupéré presque un tiers de la valeur du hack
en fait, ils ont pu le rembourser juste en liquidant les mecs sur leur propre plateforme. Hein. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils étaient peut-être un peu sereins. Et en plus, ils ont eu le soutien des autres acteurs de l'écosystème. Donc, il y a des exchanges qui leur ont prêté. Mais dans l'ensemble, on commence à les connaître aussi. Hein. Et Binance, on peut les regarder, notamment avec Wintermute, qui est une entreprise de traders algorithmiques. En fait, ils ont une partie en interne où ils font leur propre marché, mais après, ils font appel à des entreprises tierces parce qu'ils peuvent pas faire n'importe quoi non plus et tout gérer de pump and dump en interne. Donc, il y a des entreprises tierces, mais ils envoient des fonds. Vous pouvez le voir on-chain à Wintermute qui s'occupe d'acheter ou de vendre à un certain prix pour manipuler un peu le marché et aller taper des niveaux clés. Et ça, on sait que les exchanges ont toujours fait ça parce qu'on sait, bon, de plus en plus avec la régulation, peut-être ça sera un peu flag, ils seront limités, mais dans tous les cas, c'est des pratiques qui ont toujours existé. Et en ce moment, bon, je suis en train de prendre pas mal d'infos là-dessus, mais c'est vrai que le nombre de flash crash cette année, et ce cycle, c'est encore plus important que les cycles précédents. Et du coup, ça pose quand même des questions parce qu'au final, en sachant qu'il n'y a pas forcément encore beaucoup de liquidités des retail sur les exchanges, vu les volumes des ETF, au final, la liquidité et les volumes, c'est quand même suspect parce qu'en fait, c'est pas organique. En fait, c'est pas les gens qui ont déposé du fiat sur leur compte pour aller acheter, faire des choses comme ça. Enfin, vu les volumes et ce qui se transite, au final, c'est pas le retail lambda qui fait bouger les prix. En fait, c'est clairement les institutionnels ou directement les plateformes. En fait, juste avec les fonds qu'ils ont, qui s'amusent un petit peu à acheter, à vendre. Mais bon, c'est pas forcément très organique. Donc, on peut s'attendre à un petit peu de manipulation aussi. Et ça, c'est pas quelque chose qui est surprenant au final. Mais c'est vrai que il y a beaucoup d'ampleur et au moins on peut se questionner. Du coup, c'est pas non plus la bonne pub parce qu'on n'a pas forcément tous les éléments non plus. Mais voilà, il y en a qui disent c'est suspect quand même. C'est quand même suspect tous ces flash crash et l'intensité des mouvements et ce qui pourrait faire dire aussi qu'au final, bon, quand ils auront fini de liquider tout le monde, d'avoir fait l'argent qu'ils voulaient, d'avoir les positions qu'ils voulaient, qu'est-ce qui se passe au final? Parce que pour le coup, repumper, ça peut aller très vite aussi au final, en achetant comme ça directement en spot, en marché, avec les mêmes acteurs qui font dumper, ils peuvent très bien refaire pumper. Et à mon avis, c'est un scénario possible, hein, c'est-à-dire là, c'est rouge, tout le monde dump, bon, manipulation, pas manipulation, en partie, 80, bon, on sait pas exactement les chiffres exacts, mais dans tous les cas, ce qu'on a vu en mars, ce qu'on a vu en novembre, c'est que quand ça pump vers le haut, quand ça repart très vite. Et leur jeu, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est liquider tout le monde, mettre le plus de peur, eux accumuler leurs bagues, s'ils peuvent le faire, c'est eux qui gèrent le marché. C'est leur nom, un market maker, hein, donc c'est eux qui font le marché. Donc, et une fois qu'ils auront accumulé leurs bagues, rincer tout le monde, après le jeu c'est quoi? Ben, c'est monter le prix le plus vite possible pour laisser pas le temps aux gens d'accumuler. Et les laisser rentrer 2-3 semaines et après redump. Hein. C'est pour ça que ça va vite en crypto parce que c'est à chaque fois le même cycle au final. C'est liquider tout le monde, repartir sur une hausse violente et après on recorrige, on relatéralise. Donc il y a ce risque-là aussi. Ouais. Si on a des convictions, c'est de se dire j'attends, mais en sachant qu'il y a des manipulations à la baisse comme qu'on a pu le voir en ce moment, quand ils auront décidé de pumper le prix parce qu'ils voudront faire un peu de cash, ça ira très vite aussi, quoi. Après, ce que dit Jean Lasse, il dit après, c'est de la manipulation, mais ils peuvent pas être poursuivis pour avoir vendu et racheté. C'est pas vraiment ça qu'ils font, hein, les gars. Hein. D'accord, hein. Il y a une différence entre te dire j'ai mon propre truc et je joue sur les lois de marché classiques, ou de se dire je fais des vrais délits d'initié où je connais spécifiquement tous les stop-loss de tous mes clients, je vais les liquider volontairement pour avoir, moi, mon objectif de racheter plus bas. C'est complètement différent. Hein. Là, tu joues contre en fait tes propres utilisateurs. Pour moi, c'est pas vraiment comparable. Et après, évidemment, en fait, on le sait, hein, ça a toujours été comme ça. Si Binance a payé des milliards d'annuités pour ce genre de problème, c'est pas pour rien. Si FTX, le fiasco qu'il y a eu avec FTX aussi, c'est pas pour rien. Moi, je pense que la régulation, qu'on soit pour ou contre, ça a quand même aussi une partie de bien. Parce qu'il y a quand même une sacrée bande de salopards hein, sur la crypto, faut pas se leurrer non plus. Non, mais il faut dire les mots à un moment donné. Non, mais et en plus des deux côtés, on l'avait déjà dit du côté, il me semble vendredi dernier, mais au final, du côté décentralisé, t'as des scams de partout, t'as Pumpfun, ou bon, c'est les devs en fait qui rug, basiquement, ou l'équipe du projet, ou le dev qui rug directement, hein. Ou alors, t'as le choix d'aller sur les exchanges centralisés et de te faire manipuler. Enfin, si tu utilises du levier, en fait, ton propre courtier, en fait, il joue contre toi. Toi, tu essaies de faire des trucs, lui, il sait là où t'es, donc en fait, il joue contre toi.
Le plus simple, c'est encore acheter en spot et garder tes cryptos et essayer de pas faire du trading, et surtout du trading à effet de levier, parce que tu sais très bien que en fait, tout le monde joue contre toi. T'as l'impression de savoir, mais en fait, t'as pas les infos que ils ont. Donc au final, c'est. Ah non. Et puis s'ils veulent, en fait, imagine, imagine, tu as un market maker, tu as l'argent des utilisateurs. Quand tu déposes ton argent sur les plateformes d'échange centralisées, ton argent ne t'appartient pas. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ton pognon. On le voit avec FTX, on le voit avec tout. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent partir à la Jonquera avec ta thune, ils font ce qu'ils veulent. Ils te doivent rien. D'accord? Si ils voient, et pour eux, c'est du pain béni, ils arrivent, ils se disent, attends, on a X millions de dollars ou X milliards de dollars d'Ether ou de Bitcoin ou de machin. Là, on voit qu'il y a des seuils de stop loss de nos utilisateurs à un certain niveau. Qu'est-ce qui les empêche à prendre les actifs des utilisateurs, qui ne sont pas les leurs, hein, d'accord? Ils prennent ces trucs-là, ils les vendent, ils font baisser le marché, ils rachètent plus bas, donc ils liquident tout le monde. Eux, ils gagnent, c'est direct, hein, c'est de l'argent. Tu fais un RIB, tu envoies l'argent direct. Ils récupèrent la thune, ils rachètent plus bas, et après, ils laissent remonter. Tu fais ce que tu veux, en fait. Ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ce que tu dis, Larios. Hein. C'est tout le problème du front-end. Hein. Tu es obligé de faire confiance. C'est que tu sais pas ce qu'il faut avec ton pognon. Ils peuvent te créditer. Et tu dis, tiens, j'avais 10 bitcoins sur Bybit. Ils y sont. C'est ce qu'ils avaient fait avec FTX. Hein. Il y a de la thune. Mais il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. C'est-à-dire qu'ils avaient mis sur un front-end de l'argent fictif. Tu avais l'impression que tu avais des thunes, mais c'est des chiffres sur un écran. Derrière, il y avait SBF qui était en train de se dorer la pilule avec votre thune, en fait. C'était ça le truc. Qui avait tout envoyé à sa meuf pour qu'elle fasse du trading sans aucune gestion de risque, et qui avait tout liquidé à travers une autre entreprise. Donc, ouais. Mais tu vois, mais c'est ça. Et moi, quand je vois ça, je me dis, mais putain, mais c'est fou, en fait. Tu vois, c'est fou. Et c'est un truc, ça me rend fou. Par contre, ce qui est sûr, là, on peut pas leur enlever ça, il y a eu une très bonne communication. Voilà. Mais moi, de me dire que les mecs, ils se font passer par les saints sauveurs et puis par les génies un peu de la crypto et tout, par rapport à un produit qui tue des gens aussi, hein, parce que c'est mauvais, c'est pas bon, d'accord? Il y a des gens qui se suicident à cause de ça, les produits effets de levier, le trading et tout, c'est mauvais. Et qu'on vienne pas me dire que c'est bon. Non, c'est mauvais. Et qu'on vienne mettre ces mecs-là sur des piédestals, c'est comme si tu prenais un mec qui file de la drogue à des gamins qui viennent là, tu vois, à la sortie des écoles, et on se dit, ah, mais moi, je suis un entrepreneur, j'ai gagné de l'argent. Non, t'es juste un trou de balle, en fait. T'es juste un trou de balle. Voilà. Moi, ça, c'est pour ça aussi que c'est pour ça qu'il y a le message aussi important. C'est l'aspect sécuritaire, détenir ses cryptos. Bon, ça fait des années qu'on le répète, tout le monde s'en branle, mais au moins sortez la liquidité pour éviter qu'ils en aient trop entre les mains pour pouvoir manipuler le marché au final. Parce qu'au final, ce qui dump, ce qu'ils envoient à Wintermute ou d'autres firmes, en fait, c'est beaux fonds. Hein. Eux, ils ont des fonds propres aussi, mais c'est comme les banques. Hein. La majorité des fonds, c'est les utilisateurs. Donc au moins pour sortir la liquidité des mains de ces gens-là et la garder bien au chaud chez vous, parce qu'au final ils s'en servent pour manipuler le marché aussi. Donc si vous le faites pas pour l'aspect idéologique, sécurité, détenir ces cryptos, faites-le au moins pour ça, quoi, pour sortir un maximum de liquidité de ces gens-là, quoi, parce qu'ils sont pas là non plus. Ils sont pas pour votre bien-être, pour le marché, quoi. Ils sont pas pour votre bien-être. S'ils sont devenus riches, c'est parce qu'ils ont pris énormément d'argent d'autres personnes. Voilà, faut pas se leurrer non plus. Pour moi, des plateformes comme ça, c'est du net négatif pour la crypto. Et il n'y a pas eu news. Après, toujours pareil, hein, chacun se fera son idée sur le sujet. Comme par hasard, au moment où ils ont emprunté de la thune, directement, au moment où il y a eu des liquidations, ils ont commencé à rembourser directement voilà, l'argent immédiatement. Pas de souci, au moment où il y a eu les liquidations. Et puis là, il y a quelques jours, là, on est le combien aujourd'hui? On est le 28, là. Quelques jours après, c'est bon, ils ont restauré leur réserve. Donc, ils ont racheté pour 500 000 Ethers. Et 500 000 Ethers, sachant qu'attends, les 500 000 Ethers qui ont été piratés n'ont pas tous été vendus. Hein. Il y en a une partie qui ont été transformés, il y en a qui ont été mis dans des mixeurs, il y en a une partie qui a été transformée en Bitcoin, d'autres en Solana. Ils en ont même profité pour lancer un même coin sur Pump Fun, tu vois, pour se dire, allez, on va au fond du fun, tu vois. On va lancer une saloperie. Donc, tout n'a pas été vendu. C'est-à-dire que tu as peut-être, je sais pas, sur les 500 000 Ethers qui ont été piratés, tu en as peut-être, je sais pas, 200 000 qui ont été blanchis, sur lesquels il y a eu des modifications, en tout cas une pression vendeuse. Il y en a quand même 300 000 peut-être qui ont été gardés, qui n'ont pas été vendus. Là, il y a eu un rachat de 500 000 Ethers. Il n'y a pas eu de mouvement sur le prix, voire une baisse. Tu vois, tu te dis, c'est quand même bizarre. Tu vois, ça me paraît quand même bizarre. Bon.
Donc, je vous laisserai, toujours pareil, vous faire votre propre idée. Et pour tous ceux qui expliquent et qui essaient toujours de trouver des arguments alambiqués en expliquant que des plateformes comme PumpFun, c'est génial, c'est super, et qui étaient outrés par le fait que le compte Twitter de PumpFun était piraté en disant attention, c'est piraté, c'est peut-être un scam ce qui est présenté. Mais en fait, tous les coins qui avaient été lancés sur PumpFun, c'était du putain de scam aussi. Hein. C'est-à-dire que là, qu'ils soient piratés ou non, de toute façon, sur la plateforme, ce qui était lancé, c'était de la daube. D'accord ? C'était que du scam. Et vous allez voir, je vais vous montrer les chiffres. Hein. C'est du net négatif. Il n'y a pas eu de création de richesse, il n'y a pas eu de création de valeur. Donc les mecs qui viennent te dire attention, le compte PumpFun, il est piraté, ça va être un scam. Sauf que la plateforme en elle-même fait la promotion que de scam. Je trouvais ça assez drôle quand même. Hein. Et puis du coup, quand on prend quelques chiffres, donc il y a eu 9 millions de coins qui ont été lancés sur la plateforme, d'accord ? Il n'y en a pas eu un seul qui est resté sur un market cap de 500 millions de dollars. D'ailleurs, le market cap, en plus, ça veut tout et rien dire. Hein. On vous l'a déjà expliqué à plusieurs reprises. Il y a eu des levées de fonds qui ont été énormes, des rug pools qui ont été monstrueux. Et il y a eu plus de 600 millions de dollars. Ça, c'est de ce qu'on connaît aujourd'hui, qui a été extrait de la plateforme par les fondateurs, hein, qui prenaient des frais à chaque fois qu'il y avait des projets qui avaient été lancés. Et quand on additionne ça entre les fonds qui ont été récupérés par les fondateurs, mais si on prend les bots de trading, les applications, PumpFun, donc ça, c'est les revenus liés à PumpFun, la MEV, les insiders, etc., on est sur un total extracté de la plateforme PumpFun entre 3,6 et 6,6 milliards. Est-ce que d'après vous, PumpFun a créé une valorisation ou des fondamentaux qui sont à la hauteur de ce qui a été extrait des utilisateurs? Moi, je suis convaincu que non. Je pense que c'est comme les plateformes à effet de levier, c'est du net négatif, que globalement, ceux qui arrivent dedans se font rincer, et quand bien même si tu es sur des plus-values latentes, là, aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que ceux qui étaient sur des plus-values latentes en aient encore sur les mêmes coins. On n'est pas là à cracher sur l'intégralité des mêmes coins. Hein. Il y a des mêmes coins qui sont comme le Dogecoin, par exemple, qui sont là depuis un certain temps et qui surperforment même le Bitcoin et l'Ether. Mais voilà, là, aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, on vient de parler après du super cycle sur les mêmes coins et sur les machins. C'est ce qu'on disait. Hein. En fait, à chaque fois, ça va entre les mains de certaines personnes, en général ceux qui vont rug pool, les devs, les insiders, on l'a vu avec le Libra, on vous a fait toute une vidéo avec le Libra. Vraiment, regardez, hein, c'est un truc de fou, hein. Les gens ils se rendent pas compte, mais c'est cette industrie, on a l'impression que c'est... Évidemment, il y a des gens intègres, hein, on va pas cracher sur tout le monde, mais tu as quand même l'impression que quand tu regardes le truc, c'est que des pourris sur des pourris sur des pourris sur des pourris. Quoi. Ça te rend fou parce que c'est un marché qui peut offrir tellement de perspectives, tellement de choses extrêmement puissantes et pertinentes pour chaque individu. Mais de voir qu'on est en train de transformer un peu l'industrie comme ça et qu'au final, c'est que de l'extraction pour une minorité, vraiment. Et de voir des trucs, c'est comme ça, là, avec ce qu'on voit avec Bybit et tout le reste. Ouais, c'est vrai que ça a tendance un peu à me rendre fou, quoi. Parce que je me dis qu'il y en a beaucoup qui perdent de vue peut-être la vision long terme de la crypto et de ce pourquoi ça a été créé. Et nous aussi, on est là, je pense, pour peut-être mettre notre pierre à l'édifice là-dessus et d'essayer de vous le rappeler, de vous dire pourquoi c'est important la crypto, quels sont les fondements, pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Voilà. Et les risques à éviter. Pourquoi vous devez faire confiance à personne. Pourquoi on vous dit de vous faire votre propre idée sur un sujet. Pourquoi on vous dit de vous former et d'être capable de vous créer une propre stratégie sur mesure, ce qu'on fait par exemple dans notre programme Crypto Investisseur. Pourquoi on vous dit que c'est important? Parce que sans ça, en fait, si vous n'êtes pas capable de prendre vos propres décisions et de vous faire votre propre idée sur un sujet et que vous suivez en fait le bruit ambiant, tiens, il y a de l'argent un peu à se faire là, je vais aller là et tout. Regardez à la fin ceux qui gagnent du pognon. C'est rarement ceux qui n'ont pas des vraies connaissances en fait sur le sujet. C'est ça la réalité. Et puis le secteur en fait, hein, parce que là concrètement les mêmes, ce qui est vraiment dramatique en fait sur ça, là les trois entre 4 et 6 milliards, là pour le coup, c'est de l'argent full retail, on est d'accord. Là, c'est pas les institutionnels, c'est pas BlackRock qui a perdu de l'argent sur les mêmes coins de PumpFun. Hein. Lui, ils ont pas sauté sur le wagon comme PumpFun s'est fait pirater le compte. On est d'accord. Là, c'est vraiment de la perte nette pour l'écosystème crypto en général. Hein. C'est des gens qui n'étaient pas forcément dans les cryptos ou des débutants qui se sont dit ah putain les mêmes coins c'est génial, tout le monde fait de l'argent dessus, je vais y aller aussi sur PumpFun. Et du coup, résultat, 5-6 milliards extraits d'utilisateurs lambda qui auraient pu aller sur des cryptos de meilleure qualité, avec de vraies utilités, ou au moins un peu d'utilité. On est d'accord, c'était pas le produit qui allait révolutionner le monde de demain, mais dans tous les cas, il y avait une utilité, ne serait-ce que dans l'écosystème crypto. Et là, pour le coup, c'est une perte sèche. Hein, donc, PumpFun, positif ou non, c'est une perte sèche pour l'écosystème crypto, parce que c'est des nouveaux qui sont arrivés avec de la liquidité nouvelle,
On est d'accord. Alors peut-être moins que les Astit avec les 450 milliards sur Bitcoin, mais dans tous les cas, c'était quand même plusieurs milliards de liquidités, de retail, de nouveaux utilisateurs qui sont arrivés là, qui vont dire c'est ça la crypto, c'est bien, c'est pump fun, et qui sont fait détruits, et du coup, mais potentiellement des gens qui ne rentreront pas, et de la liquidité perte sèche qui partissent dans ces saloperies qui étaient extraites par les insiders. Donc au final, bon, on a les coins de VC. Il y a un problème aussi parce que du coup, bon, il y a des unlocks, ils se lancent avec 10% de la supply, après ils te dumpent sur la gueule pendant 3 ans, mais au moins c'est pendant 3 ans, c'est pas directement. Donc un peu, bon, il y a des... Ouais, tu cherches le moins pourri parmi le pourri, mais en fait, globalement, franchement, mais c'était la crypto depuis un certain temps. Oui, non, c'était pas magique non plus. Et on en parlait, la dilution des alts avec les VC, les problèmes que ça avait, mais au final, entre la peste et le choléra, tu disais, bon, au final, c'était pas si dégueulasse parce qu'au moins. Le sandwich au cacao, la poire à lavement. Ouais, c'est ça. Mais en fait, bon, si t'avais la chance de participer à l'ICO, ça se lançait, bon, tu pouvais quand même faire un peu d'argent, bon, tu savais qu'ils allaient unlock, il fallait regarder les schedules de vesting. Il y avait des tokenomiques plus ou moins dégueulasses, mais dans l'idée, bon, tu pouvais dire, allez, ils ont fait un petit effort marketing, ils ont fait un petit truc quand même. Bon, il y a quand même moyen, si tu arrives à dumper un peu avant les plus gros unlocks, de faire un peu d'argent, tu vois. Là, tu dis, ok, bon, on passe sur tout décentraliser les mêmes coins, c'est encore pire. Donc tu dis, putain, mais chier, quoi. Mais là, clairement, c'est de la perte sèche pour l'écosystème. Donc, c'est pour ça qu'on parlait au début des liquidités. Effectivement, il faudra quand même une liquidité retail qui revient et on souhaite quand même sur des coins avec un peu d'utilité et j'espère que ça aura, bon, après c'est un peu peut-être, on a l'impression que les nouveaux ils apprennent pas tout le temps, mais gardez bien ça en tête pour voilà le côté nouvelle liquidité qui rentre dans le cycle, les schémas narratifs et tout. Bon, on a vu ce que ça donnait aussi, donc là à mon avis il y en a pas mal qui se sont fait rincer, à voir s'ils ont appris leur leçon et j'espère qu'ils souhaitent continuer d'investir et qu'ils auront compris que les mêmes coins ou ce genre de narratif poussé, c'est pas non plus la panacée non plus, quoi. Je vais prendre quelques remarques quand même. Jean Las qui dit, bien sûr, c'est du délit d'initié. Un market maker devrait être interdit de jouer sur les marchés dans ce cas. Bah, moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur aussi de dire les choses. Et que, moi, je mâche pas mes mots. En fait, je m'en fous. En fait, sur cette chaîne, on dit ce qu'on veut. On est indépendant, on s'en fout. Et qu'à un moment donné, je pense qu'il y a des trucs qui doivent être dits. Voilà. Et que tous ceux qui font la promotion de ce genre de service, de produits à effet de levier, il faut savoir que c'est net négatif, c'est destructeur. Quand quelqu'un perd de l'argent, vous en gagnez, en fait. À quel moment ça, c'est accepté? Parce que c'est les systèmes de rémunération par affiliation sur ces plateformes d'échange-là, c'est à partir de quand la personne se fait liquider ou quand elle paye des frais qui sont super élevés, vous gagnez de l'argent. Donc quand l'autre en perd, vous en gagnez. Et ceux, des fois, qui ont des grosses communautés, font la promotion de ce genre de service, qui savent pertinemment que quand on regarde les chiffres, hein, la grosse majorité de ces personnes-là, presque 100% des personnes, perdent de l'argent. Perdent. Tu fais la promotion de services qui sont destructeurs et qui détruisent la vie des gens. C'est ça la réalité. Et ça, moi, ça me rend fou. Ça, c'est un truc, ça me rend fou. Alors, je ne donnerai pas de nom. Hein. Toujours pareil, vous êtes adultes, les gars. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez très bien aussi ce qu'il ne faut pas faire. Mais moi, je continuerai de dire ce que je pense. Et je sais que des fois, je me fais insulter sur les réseaux parce qu'on dit ah, mais tu sais pas, moi, j'ai gagné de l'argent avec des trucs à effet de levier. Mais tant mieux pour toi. Mais t'en as gagné une fois, puis la deuxième fois, tu vas te faire rincer et puis tu finiras à la rue, en fait. Parce que ça a toujours été comme ça. Ça détruit des vies. En fait. Ça détruit des vies. Le trading, et encore pire, le trading en crypto, ça détruit des vies. Et c'est malheureux parce que c'est un marché qui offre de très belles opportunités. On peut très bien faire de l'argent en étant en spot, tranquille, etc. Avec l'approche qu'on vous dit, d'accord? Évidemment, c'est pas simple. Il n'y a pas de repas gratuit. Mais regardez les gens qui jouent contre vous. Imaginez que vous êtes au-dessus, vous voyez ceux qui mettent des stop-loss, vous pouvez manipuler le cours pour aller les chercher et gagner des thunes. À quel moment vous n'allez pas le faire? C'est ce que dit Larry Austin. Il dit, pour qui voit des stop-loss, bordel, c'est comme faire traîner un billet sur un comptoir. À quel moment vous voyez un billet sur un comptoir ou un ticket gagnant de loto, vous n'allez pas le prendre pour l'utiliser? Tu vois? Même déjà, ça c'est toute une partie qui est une partie importante des effets de levier, mais même après, si on dézoome un peu, le business des market makers et des exchanges ou des brokers en général, c'est les frais de transaction. Donc que vous gagnez, que vous perdiez, ils s'en foutent, et que ça soit en levier ou en spot, ils en ont rien à branler en fait. Donc c'est juste vous faire trader le plus possible, vous faire échanger le plus possible. Et d'ailleurs, on parle de manipulation, on n'a peut-être pas tous les chiffres, mais ne serait-ce que les derniers listings sur Binance, regardez ce qu'ils ont listé.
qu'est-ce qu'ils ont listé? Que de la Les derniers merde. memcoins, Que le de la merde. Peanuts, le Trump, alors qu'il y a des projets que ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils essaient de se faire lister parce qu'ils savent que potentiellement ça peut être bénéfique pour apporter de la liquidité. On leur demande un gros billet d'entrée, on leur pose des conditions drastiques. Et les mecs, ça fait 3 ans qu'ils sont lancés avec un vrai produit, une vraie utilité, ils sont pas listés. Résultat, au bout d'une semaine, parce qu'il y a un volume monstre et que les mecs ils savent très bien qu'ils vont se gaver sur les frais de transaction, même pas en levier, juste en spot, hein, les mecs à acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, parce qu'il y a des volumes de plusieurs milliards. Au bout de quelques jours, 2-3 jours, Trump listé sur Binance, parce que les mecs ils voient un billet, un petit billet, enfin gros billet à faire rapidement, ils le font, ils s'en foutent, ils regardent, Tous, c'est quoi, Kraken, ils tous. regardent trending, tu vois, les derniers mêmes, voilà, Peanut, allez, on s'en fout, on liste. Il y a combien de volumes, putain, des mèches, plusieurs milliards en quelques heures, c'est bon, ça, c'est des ventes, des achats, allez, on liste. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir du volume et pour prendre des frais de transaction. Et si en plus on peut aller récupérer tout le bac, c'est-à-dire liquider une position avec l'effet de levier, c'est encore mieux, parce que là, au lieu de récupérer un 0,25 ou bon, ça dépend les frais de taker ou maker qu'ils ont, qui sont pas forcément élevés. Quand tu liquides une position, tu récupères tout. Donc ils y vont des deux côtés, ils bouffent à tous les râteliers, hein, les salopards. Non mais en vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est clair. Mais eux, de toute façon, tant qu'il y a du volume, ils font des thunes. Hein. Jonathan qui dit belle manipulation de marché pour faire sortir un maximum de personnes pendant la phase de bull run. Le but, c'est de jouer sur les émotions et de créer le désespoir avec le temps. Carrère qui dit on est les dindons, faut le savoir. Aussi, c'est toujours le truc. C'est que la crypto, ça va toujours faire rire de se dire ouais, mais attends, on va voir les retail, ça va être l'exit liquidity. Et moi, j'ai envie de retourner le truc. Imaginez que l'exit liquidity, en fait, c'est vous. Ça fait plus chier. Hein. Tu te dis putain, mais en fait, je suis l'exit liquidity de tout le monde. Et c'est ça la réalité. Hein. On est toujours l'exit Il y a liquidity toujours de quelqu'un. c'est toujours quelqu'un, c'est toujours quelqu'un. L'exit liquidity de quelqu'un. Et toi, a priori, et même tous, hein, nous on se met dedans. Hein. Tu prends les plateformes, tu prends les VC, tu prends les devs, tu prends les rugs, tu prends tout. T'es le dernier à croquer. Hein. C'est la réalité de ce marché. Mais Ouais, c'est la réalité de l'investissement, parce qu'au final, on dira c'est pourri la crypto, mais en fait, tous les marchés, il y a quelqu'un qui a acheté plus bas que vous et qui va vous vendre l'actif à un moment donné. Hein, si vous rentrez sur un top, ou voilà, c'est comme ça. Au final, c'est l'investissement, t'es l'exit liquidity de quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui a acheté plus bas que toi, parce qu'il était là avant, parce qu'il a eu de la chance, parce qu'on l'a filé, parce que quelle que soit la raison, qui va en profiter à un moment pour vendre. Et toi, si tu achètes son bac, t'es son exit liquidity, hein. Même que ce soit sur du bullion, que ce soit sur de l'or, que ce soit sur des actions. Il y en a qui étaient placés 3 ans avant, qui vous ont vendu du Tesla, qui vous ont vendu du Nvidia, qui vous ont vendu du OpenAI, du Microsoft. Voilà, vous avez servi d'exit liquidity si vous étiez rentré. Alors la crypto, c'est plus violent, c'est plus voilà, c'est plus direct. On va encore plus loin. C'est bien violent, mais ça change pas les fondamentaux de l'investissement au final. Hein. Et c'est pour ça que nous on reste sur le schéma, le cycle, arriver en DCA, acheter Max Pain durant le bear market, là où il y a le plus d'upside à la suite, parce qu'au final, encore une fois, prix d'entrée, coût moyen d'entrée, être là sur le long terme, et c'est là où on sait qu'il y a le plus de moyens de faire de l'argent. Et justement, éviter de se servir d'exit liquidity. Plus tu rentres tard et plus tu rentres sur des niveaux hauts, plus il y a de la chance que le dindon, ça soit toi, quoi. Ouais.